Donc, c'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre du Congrès international des sciences de la nutrition. Nous organisons une formation colloque le 25 novembre qui est en fait complémentaire à ce qui a été déjà organisé en première édition début mars dernier. Et donc, si certains sont intéressés, ben, vous pouvez rester jusqu'à la fin et vers la fin, je vous donnerai des informations pratiques par rapport à ça. OK. Donc, sinon, c'est une conférence qui s'intitule Prévention du cancer hormonodépendant chez les personnes à risque. On aura donc trois grandes parties dans cette conférence. Une partie sur les facteurs de risque, donc qui augmentent le risque de cancer. Ensuite, sur les moyens qui permettent de détecter ou d'estimer ou de déterminer ce risque. Et puis, vers la fin, vous aurez des recommandations pratiques. C'est des recommandations de style de vie et également des recommandations qui pourraient, on va dire, s'apparenter aussi à de la micronutrition. Et vers la fin, comme je vous disais, tout vers la fin, on va parler de ce colloque du 25 novembre. Alors, prévention donc du cancer hormonodépendant, c'est une thématique qui est extrêmement importante parce qu'il y a, comme vous allez le voir, il y a quand même pas mal de choses à faire, qui sont des recommandations pratiques, des mesures pratiques qui permettent au moins de diminuer le risque de cancer chez les personnes qui sont à risque. Donc, commençons un petit peu rapidement donc par ces facteurs de risque qui augmentent donc le risque de cancer. Donc, les facteurs de risque, alors, on parle ici, bien entendu, spécifiquement, comme c'est mentionné, de cancers hormonodépendants. Ils sont quand même la grande majorité des cancers actuellement. Donc, on a des facteurs, on a six classes de facteurs, on va dire. Donc, on a les facteurs génétiques et héréditaires. Ces facteurs génétiques, donc, je vais vous donner quelques exemples un peu plus tard. Vous allez voir dans la deuxième partie quelques exemples de gènes, voire de mutations qui pourraient être associées avec un risque plus important de cancer en général ou de certains cancers aussi. Vous avez notamment les gènes BRCA1 et BRCA2 qui sont ce qu'on appelle des gènes à haut risque pour le cancer du sein et le cancer de l'ovaire et même pour le cancer de la prostate également. Sinon, il y a aussi les antécédents familiaux de cancers hormonodépendants. Donc ici, il faut bien distinguer deux choses très importantes. Donc vous avez ici dans l'intitulé facteurs de risque génétique et héréditaire. D'accord? Alors classiquement, quand on dit génétique, hérédité, on parle principalement de génome, n'est-ce pas? Donc l'ADN codon. Les mutations ou les changements ou les variations génétiques qu'on peut avoir dans la partie de l'ADN qui code pour des protéines. Alors là, malgré que la dénomination ici est facteur de risque génétique héréditaire, quand on parle d'antécédents familiaux de cancer hormonodépendant, ça peut aussi englober, du moins en partie, également des facteurs épigénétiques, puisque une partie de l'épigénome se transmet aussi de génération en génération. Il y a une transmission intergénérationnelle de l'épigénome également. Une partie uniquement. Par exemple, si on prend la méthylation de l'ADN, ça ne se transmet pas. Mais d'autres adaptations, comme l'acétylation des histones ou d'autres adaptations épigénétiques par des micro-RNA ou autres, une partie de ces adaptations se transmet. Donc, quand on parle ici d'antécédents familiaux, ça peut être donc de la génétique pure, donc des mutations génétiques qui se transmettent de génération en génération depuis des milliers d'années ou plus, ou alors ça pourrait être tout simplement des adaptations épigénétiques qui se transmettent également de génération en génération. En général, les adaptations épigénétiques ne datent pas d'aussi loin, parce qu'il s'agit tout simplement d'un mode de vie
qui est adopté par exemple, la génération 1, qui est délétère, qui augmente le risque, par exemple, admettons ici, de cancer du sein. Et puis, une partie de ce patrimoine épigénétique est transmise à la génération 2, qui elle-même va faire la même chose, c'est-à-dire va adopter un mode de vie qui est aussi très délétère, ou en tout cas qui augmente le risque de ce même cancer, qui elle-même va transmettre ça à la génération 3, et ainsi de suite. Et donc là, on parle aussi d'antécédents familiaux de cancers hormonodépendants, tout simplement. Donc ça peut être de la génétique ou de l'épigénétique. En général, c'est les deux mélangés. Après, ça peut être plus de la génétique que de l'épigénétique, ou l'inverse en fonction des cas. Alors sinon, mis à part cette partie-là, vous avez aussi les facteurs hormonaux. Dans les facteurs hormonaux, vous avez des choses très basiques comme par exemple des menstruations précoces, une ménopause tardive. Donc là, c'est l'exposition aux œstrogènes. C'est la durée, la période d'exposition aux œstrogènes. Ok, donc on parle ici bien entendu des femmes. Ok, mais il y a une autre forme d'exposition aux œstrogènes chez l'homme, qui est l'exposition aux xénoœstrogènes ou aux perturbateurs endocriniens. Ok, et bien sûr, cette exposition, on la retrouve aussi chez la femme. C'est juste que chez la femme, elle est plus capable de métaboliser, du moins en théorie, elle est plus capable de métaboliser les œstrogènes et les xénoœstrogènes que l'homme, puisque l'homme est plutôt androgénique, la femme est plutôt œstrogénique, par nature, hein, dans l'ensemble. Il y a des exceptions, bien entendu. Ok. Absence de grossesse ou de première grossesse, ou première grossesse à un âge avancé également, peut donc augmenter de façon très importante aussi l'exposition aux œstrogènes. Donc utilisation bien sûr de traitements substitutifs. Ok. Des maladies d'origine endocrinienne, vous avez l'exemple du syndrome des ovaires polykystiques, où il y a plein d'autres exemples aussi. L'excès de métabolites toxiques des œstrogènes et de la DHT, qui est en fait le métabolite des androgènes, de la testostérone, la dihydrotestostérone. Voilà, donc, les facteurs hormonaux peuvent se résumer de cette façon. Alors, on peut les classer de différentes façons aussi, hein, donc ça dépend comment on voudrait les présenter. Alors, vous avez aussi d'autres facteurs qui sont liés au mode de vie, qui sont directement liés au mode de vie, donc notamment l'obésité, la prise de poids, d'accord? Et donc l'obésité surtout après la ménopause, parce que après la ménopause, comme on n'a plus de stradiol, on n'a que l'œstrone. Et comme les surrénales sont sous contrainte de synthétiser plus d'œstrone pour tenter de compenser le déficit en œstradiol, ok, donc la prise de poids fait que le tissu adipeux, puisque le tissu adipeux blanc, quand il est en excès, devient une glande endocrine, va produire aussi des œstrogènes. Voilà. Et donc, comme à la ménopause, ce qu'on oublie toujours d'expliquer, c'est que à la ménopause, on a une baisse des hormones sexuelles parce que les gonades n'en produisent plus. On a une baisse aussi et surtout de la capacité de métabolisation de ces mêmes hormones sexuelles. Voilà, donc la baisse de la métabolisation, de la capacité de métabolisation, accompagne la baisse de la quantité de ces hormones sexuelles. Ok, donc la ménopause est un changement structurel au niveau de l'organisme. C'est pas juste les gonades qui arrêtent de produire les hormones sexuelles. C'est un changement structurel, hein, et qui est au-delà de l'appareil reproducteur. Ok, alors alimentation riche en graisse et faible en fibres, etc. Donc euh, ici on parle principalement de graisses d'origine animale, surtout des graisses saturées, des graisses trans. Consommation excessive d'alcool, le tabagisme. Ici, l'exemple du tabagisme, donc avec le risque accru de cancer du poumon, est très connu. Vous avez certaines mutations génétiques qui, lorsqu'elles
se mettent ensemble augmentent le risque de cancer du poumon chez la personne qui est tabagique de 20 fois plus. Donc, vous avez notamment la mutation 0 du GSTM1, la mutation étoile F du CYP3, du CYP1 à 2, et la mutation, ou en tout cas un polymorphisme de NAT2. Donc, si ces trois mutations viennent ensemble, et ce sont des mutations qui sont très fréquentes, hein. Si on prend par exemple GSTM1 mutation 0, c'est une personne sur deux qui a cette mutation. Mais, donc, ces mutations-là qui sont très fréquentes, si elles sont mises ensemble, quelqu'un qui n'a pas de chance, qui a ces trois mutations, il ne devrait surtout pas fumer. Surtout pas. Quand il ne fume pas ou il ne s'expose pas à beaucoup de fumée de tabac, là, il a évité un risque 20 fois plus supérieur de cancer du poumon. Et bien sûr, quand il fait l'inverse, ben, il a augmenté son risque de 20 fois plus. Manque d'exercice physique. Bon, ça, c'est la base, en fait, hein. Manque d'exercice physique, sédentarité, plus d'inflammation, plus de risques cardiovasculaires, plus de maladies métaboliques, plus de risques de cancer. Ça va de soi. On parle ici de risque. Encore une fois, je répète que j'ai tendance à passer rapidement sur cette notion parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent ici qui ont fait pas mal d'autres formations autour et donc j'en parle beaucoup de cette notion de risque relatif. On parle de notion de risque relatif, c'est-à-dire si quelqu'un est obèse, ça ne veut pas dire qu'il va forcément développer un cancer, n'est-ce pas? Donc c'est un risque relatif. Maintenant, il est clair que quand on a un facteur de risque ou quand on a 20 facteurs de risque, bah, c'est pas le même niveau de risque, même s'il s'agit de risque relatif ici. Facteurs reproductifs, pardon. Donc, on a aussi les contraceptifs. Contraceptifs ici, c'est pas les contraceptifs qu'on utilise comme ça sur une courte période, mais c'est les contraceptifs utilisés sur le long terme. Donc, ça fait partie de l'exposition aux hormones sexuelles, comme ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Traitement de fertilité, grossesse multiple, etc. Donc, tout ça peut augmenter également le risque. Ok, facteurs environnementaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, perturbateurs endocriniens, exposition perturbateurs endocriniens. Vous avez par exemple surtout ceux qui posent le plus problème, donc soit chez l'homme ou chez la femme, donc bisphénol A, les phtalates, les parabènes. Ce sont ces trois-là qui sont les plus problématiques. Je vais vous donner une liste après des choses qui pourraient contenir ces perturbateurs endocriniens. Exposition aux radiations ionisantes, bien entendu. Donc, soit une exposition professionnelle. Ah, si on prend par exemple les manipulateurs en radiologie ou les médecins radiologues ou en tout cas ceux qui ne se protègent pas suffisamment, etc. Ou alors ah, tiens, vous avez les dentistes par exemple. Les dentistes ne sont pas aussi protégés que les manipulateurs en radio parce qu'ils pensent que c'est assez anodin en général le fait de s'exposer à une radio panoramique. Ben, justement, une radio panoramique, ça ça bombarde toute cette partie-là. Donc, en gros, vous avez bien en milieu la thyroïde, hein, entre autres. Euh, voilà, donc c'est des problématiques. Alors ça, c'est, on va dire, professionnel, ou ça pourrait être dans d'autres cadres aussi. Vous avez également tout ce qui est parmi les radiations ionisantes. Vous avez aussi les rayons UV, les rayons UV donc du soleil quand on s'expose trop. Je pense par exemple aux périodes d'été où là on s'expose parfois pour certains des heures et des heures pour bronzer, etc. Donc ces mêmes rayons UV de type B qui synthétisent la vitamine D, ce sont les mêmes qui peuvent produire des mélanomes, donc qui augmentent le risque de cancer de la peau notamment. Ok, et puis différentes maladies également, hein. La plupart des maladies chroniques, dégénératives ou inflammatoires augmente le risque d'une certaine façon de cancer. Ok, alors évitez d'écrire sur l'écran, s'il vous plaît.
Alors, comment reconnaître une personne à risque de cancer? Eh bien, vous avez différents moyens, certains moyens qui sont relativement connus, hein, donc l'anamnèse, et puis l'historique familial également. Donc, voir quelle personne, quelle autre personne dans la famille, que ce soit dans la génération précédente ou dans la même génération, qui ont des cancers, ou alors qui ont même des maladies qui pourraient penser à des maladies hormonosensibles. Je vais vous donner une petite liste après, surtout chez les femmes, ou chez les hommes, par exemple, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Oui, euh, L'hypertrophie bénigne de la prostate peut très bien évoluer vers un cancer de la prostate, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est une maladie qui est hormonosensible, tout comme la maladie fibrokystique du sein, tout comme l'endométriose, les ovaires polykystiques. Donc toutes ces maladies-là, il va falloir les prendre en compte aussi et pas juste demander si euh, il y a un membre de la famille qui a un cancer ou qui a eu un cancer. Et bien sûr, ces données-là, ou ces questions-là, on les pose pour la personne déjà elle-même concernée, et puis bien sûr pour les membres de la famille. OK, donc prendre en compte aussi la durée d'exposition aux oestrogènes. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc voir l'âge, les premières règles, et puis si c'est trop tôt, et puis la ménopause aussi si c'est trop tard. Donc là, ça augmente la durée d'exposition aux oestrogènes. C'est un facteur qui n'est pas négligeable, mais qui n'est pas un facteur majeur, on va dire, hein. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Utilisation des contraceptifs oraux et des traitements hormonaux substitutifs, ça aussi, il faudrait se renseigner là-dessus dans le cadre de l'anamnèse. D'accord? Évaluer aussi le régime alimentaire. Je vais vers la fin vous donner quelques indications, hein, dans les grandes lignes sur ce qu'on pourrait faire par rapport au régime alimentaire dans ce sens-là, ça va vous permettre un petit peu d'évaluer la situation. Donc la consommation d'alcool, le tabagisme, comme on a dit, l'IMC, hein, et le niveau d'activité physique aussi. Ok, donc des habitudes de vie qui peuvent influencer aussi les niveaux hormonaux. Vous avez par exemple personnes qui sont complètement en décalage, qui travaillent la nuit et qui dorment la journée, ou ce genre de choses, ou alors qui sont exposées à des perturbateurs endocriniens. Je parle ici d'une exposition industrielle, hein, donc c'est des ouvriers, etc., qui travaillent dans des laboratoires ou des sociétés ou des usines où ils manipulent des molécules chimiques assez dangereuses, ou tout simplement des peintres, des ouvriers du bâtiment, par exemple, qui s'exposent aussi à tout un tas de molécules chimiques, mais de façon chronique également. Vous avez quelques maladies ici, dont on les appelle des maladies qui sont hormonosensibles. D'accord? Mis à part les cancers, bien entendu, hein, les cancers hormonodépendants, ça c'est encore en plus de ça, mais vous avez notamment le syndrome prémenstruel, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, la maladie fibrokystique du sein, et donc chez l'homme, vous avez l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ce sont les maladies hormonosensibles les plus fréquentes. Donc ces maladies-là, on les prend en compte exactement comme on prendrait en compte un cancer. D'accord? Donc si la personne a des antécédents de ces maladies-là, c'est comme si elle avait aussi, alors ça peut être en pratique, ça peut être un petit peu exagéré, mais en théorie, c'est comme si elle avait des antécédents de cancer, puisqu'ici, il s'agit de maladies qui sont hormonosensibles et qui peuvent très bien évoluer vers un cancer. Ok, donc c'est pas toujours le cas. Ça veut pas dire que toutes les femmes qui ont régulièrement de syndrome prémenstruel vont forcément développer un cancer. On est d'accord, je vous parle ici toujours, je répète, de risques relatifs. Mais le mécanisme qui permet d'aboutir à ces maladies-là, c'est le même mécanisme qui permet d'aboutir au cancer hormonodépendant.
Alors là, je vous présente quelques outils. Il y en a trois que j'ai mis ici, mais il y en a plein qui permettent d'évaluer le risque de cancer hormonodépendant. Donc, vous avez notamment cet outil du National Cancer Institute, donc américain. C'est un site officiel hein, qui fait partie du ministère de la Santé américain. C'est en anglais, bien entendu, mais vous pouvez faire clic droit et traduire en français. Donc, vous avez ce lien-là. Je ne vais pas rentrer dedans, mais bon, c'est pas compliqué. Hein. Donc, vous avez une dizaine de questions. D'accord? Vous répondez par oui ou non, ou voilà, c'est des questions à choix multiples. À la fin, vous avez un bouton, vous cliquez dessus et vous avez une estimation du risque. Alors, c'est pas quelque chose qui est très précis. En tout cas, ça regroupe un ensemble de facteurs parmi lesquels on a vu une partie de ces facteurs-là juste avant, donc tout ce qui est anamnèse et historique familial. Donc, ça regroupe quand même une certaine partie de ces facteurs-là. Cet outil est uniquement orienté cancer du sein, hein, d'accord? Vous avez également un autre outil ici par rapport au cancer de la prostate, d'accord? Donc si vous regardez ici, donc là c'est le lien. Si vous regardez ici, vous avez notamment ici, donc ce lien cliquable ici, vous cliquez dessus lorsqu'il n'y a pas de résultat de PSA. Et lorsque vous avez le résultat de PS1, vous cliquez plutôt ici. Donc ce sont deux algorithmes différents. Enfin, c'est la même chose, hein, plus ou moins, mais ce sont deux algorithmes différents, un qui ne prend pas en compte le PSA et l'autre qui prend en compte le PSA. OK, et ça vous permet ici de vous donner également une évaluation de risque par rapport à la population générale saine, hein, ou qui n'a pas de facteur de risque. Et alors, dernière chose, donc le premier outil, c'est pour le cancer du sein, le deuxième, c'est pour le cancer de la prostate, et celui-ci, c'est un outil, on va dire, généraliste. OK? Et donc, c'est un outil qui est développé par oui, l'autorité de santé en Angleterre. Donc, c'est ici, ça s'appelle Q Cancer. Normalement, quand vous cliquez sur Q Cancer, vous avez une page. Et dans cette page-là, vous pouvez choisir plusieurs possibilités. Il y a pour les femmes, pour les hommes, et puis il y a en fonction, il y a différentes situations. Vous pouvez, pour pas trop vous casser la tête, choisir directement la première situation, homme ou femme. Et là, vous êtes sur un outil de ce genre-là avec différentes questions. Il n'y a pas 36 000 questions ici, hein. Donc c'est assez court et rapide et ça reprend, si vous voulez, les différents facteurs qu'on a vus. Hein, ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, voilà, historique de maladies gastro-intestinales, le cancer, etc., historique de cancer de la prostate, ça c'est pour les hommes ici, ok, et donc ça donne une estimation aussi chiffrée du risque de cancer. Sauf qu'ici, il y a une estimation globale pour le risque de cancer en général et puis il y a une estimation cancer par cancer. Alors ils mettent pas tous les cancers, hein, on est d'accord, mais ils mettent les cancers les plus fréquents, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer des ovaires, cancer colorectal, etc. Ok, et ils donnent comme ça une estimation et ils mettent la valeur de référence qui est en fait le score obtenu par quelqu'un qui fait partie de la population générale qui n'a aucun risque, aucun facteur de risque. Bon, ça c'est juste des petits outils comme ça pour l'évaluation. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, hein. Donc cet outil-là, par exemple, eux ils l'appellent donc les Anglais l'appellent un outil d'aide au diagnostic. Donc en général, c'est un outil qui est utilisé par les professionnels de santé, les médecins, pour estimer un petit peu le risque de cancer, tout cancer confondu, chez leurs patients. Ok, et c'est à partir de là qu'ils s'orientent vers faire telle et telle analyse ou pas, etc. Ou vers telle ou telle recommandation. L'outil lui-même ne donne pas de recommandation, mais ça vous donne une vue d'ensemble sur le risque de cancer chez votre patient. Alors vous avez aussi des analyses biologiques.
Les analyses biologiques, vous avez les fameux marqueurs tumoraux, même si les fameux marqueurs tumoraux, en général, on ne les utilise pas en prévention. D'accord? Donc, vous avez l'exemple du CA125, par exemple, d'être utilisé notamment dans le cancer de l'ovaire. OK? Mais qu'on trouve élevé également dans d'autres situations non cancéreuses aussi. Donc, faut pas s'appuyer que sur ça. Et le PSA aussi, qui est très controversé, surtout hors cancer, surtout lorsqu'il est utilisé en prévention, on va dire. Aussi, donc il est très très décrié en tout cas par certains. Donc ça reste quand même assez. Enfin, il faut combiner ça avec pas mal d'autres. Avec la clinique, avec les facteurs de risque, avec pas mal de choses aussi, avec la radiologie, avec d'autres choses. Mais là, on est sur autre chose, hein. On n'est pas en train de parler ici du diagnostic. On est en train de parler juste de prévention. Et là, je vous cite les marqueurs tumoraux comme ça, comme exemple, pour vous dire que ces marqueurs tumoraux n'ont pas une fiabilité suffisante. Euh, quelqu'un chez qui on a estimé les différents facteurs de risque par rapport à donc l'anamnèse, l'historique familial et tout ça, et qu'on a trouvé il avait quand même certains facteurs de risque qui pourraient être inquiétants, à ce moment-là, on pourrait surveiller son taux d'hormones sexuelles régulièrement. Et puis également, surtout, donc il y a le taux des hormones sexuelles et puis il y a tous les tableaux cliniques. Si on parle d'excès d'œstrogène ou d'un profil hyperostrogénique, ben, il y a tous les tableaux cliniques par rapport à ça, ou un profil hyperandrogénique, pareil, il y a tous les tableaux cliniques par rapport à ça, mais en plus de ça, il y a l'analyse biologique. Et sinon, vous avez l'analyse des métabolites des hormones sexuelles, donc la DHT, la dihydrotestostérone, qui a une importance aussi dans le cas de la prostate. Euh, Dans le cas également des ovaires polykystiques également, cancer des ovaires également. Et sinon, vous avez les différents métabolites de l'œstrogène, donc soit le 4 ou le 16-OH qui sont les métabolites toxiques, et puis le 2-OH qui est un métabolite, euh, un métabolite protecteur antiprolifératif, un métabolite de l'œstrogène, hein. Donc tous ces marqueurs-là se mesurent au niveau des urines. Alors ici, ce sont des métabolites de l'œstrogène qu'on trouve directement dans les urines. On mesure ça dans les urines du matin. Et sinon, vous avez la DHT, où là, ça se mesure pas dans les urines en tant que tel. En tout cas, ça se mesure, mais c'est pas aussi fiable. Vous avez un autre marqueur, ça s'appelle androstanédione glucuronide, l'androstanédione glucuronide, qui est le métabolite en fait de la DHT, qui permet d'estimer la quantité de DHT. Donc, ces marqueurs-là pourraient être intéressants en cas de facteur de risque qui augmenterait le risque de cancer. Et sinon, vous avez aussi la génétique comme autre outil intéressant. Bien que dans le cas de la génétique, il faudrait bien distinguer entre les différents gènes à haut risque comme BRCA1, BRCA2 par exemple, et les petites variations génétiques qui pourraient augmenter un petit peu le risque relatif. Donc c'est deux choses complètement différentes. Ok, donc vous avez des exemples pour le cancer du sein et de l'ovaire, donc BRCA1, BRCA2 sont donc les mutations sur ces gènes-là sont associées fortement associées au risque de cancer du sein et au cancer de l'ovaire. Et sinon, vous avez d'autres gènes également. Il y en a plusieurs, hein. Ici, je vous ai cité quelques exemples, notamment la protéine P53, dont les mutations ici, on appelle ça des oncogènes, d'accord, où les mutations sont très souvent associés aussi au cancer du sein, même si ça peut être aussi associé avec d'autres types de cancers, mais les études montrent que c'est une association plus sur le cancer du sein, peut-être que c'est parce qu'on a plus travaillé là-dessus. D'accord? Et sinon, vous avez aussi des tests multigéniques, donc des panels génétiques qui incluent en général ces gènes-là ou une partie de ces gènes, donc des mutations, des SNP sur ces gènes-là
avec d'autres gènes aussi, parce qu'il n'y a pas que les gènes de risque tels qu'on les connaît, qui sont en rapport avec le cycle cellulaire tel qu'on les a ici, mais aussi d'autres gènes, notamment des gènes inflammatoires, les interleukines par exemple, les TNF-alpha et tout ça. Cancer de l'endomètre, vous avez des mutations aussi sur un certain nombre de gènes également. Je vous ai mis des exemples ici qui sont associés avec le cancer de l'endomètre. Un cancer de la prostate, on n'utilise pas trop les analyses génétiques en fait pour estimer le risque relatif de cancer de la prostate, bien que on a dans la littérature des associations entre cancer de la prostate et BRCA1, BRCA2, OXB13 aussi. Ce sont des après jusqu'à quel point ils sont réellement utilisables en pratique, ça reste une question en suspens. D'autres exemples, cancer de la thyroïde, par exemple le gène RET. Là aussi, on peut avoir donc des associations là-dessus. Et puis vous avez d'autres gènes également qui sont en rapport également avec le risque de cancer hormonodépendant en général ou hormonosensible. Vous avez notamment la COMT, la catéchol-O-méthyltransférase, qui est une des enzymes qui va méthyler un des métabolites toxiques des oestrogènes dont je vous ai parlé tout à l'heure, le 4-OH, le 4-hydroxyoestrone. Donc, la mutation, c'est COMT-V158M. Et donc, lorsqu'on a deux allèles mutés, donc une mutation homozygote mutée, donc on a le MM, V158M, c'est-à-dire méthionine, à la place de la valine au niveau de l'emplacement 158. MM, ça veut dire que sur les deux allèles, les deux copies du gène, on a une mutation, on a un SNP, et là, ça ralentit fortement la COMT, et quand ça ralentit la COMT, les 4 hydroxyostrones s'accumulent, et ça fait plus d'effet. Les 4 hydroxyostrones, pour information, ce sont des super œstrogènes, c'est 10 fois euh, plus bioactif que le stradiol. Et puis, vous avez également le CYP1A2 étoile F, également, étoile F ici, c'est la mutation du CYP1A2, qui est une des enzymes de la phase 1 de la détoxification hépatique. Et cette enzyme-là, elle est productrice de l'autre métabolite toxique des oestrogènes, qui est le 16-hydroxyostrone. On a parlé tout à l'heure, donc c'est 16-OH et 4-OH. Donc les 16 OH sont produits justement par le CYP1A2 et cette mutation étoile F, c'est une mutation qui induit justement le CYP1A2. C'est une mutation inductrice de ce gène. Et donc inductrice, ça veut dire que le gène va coder pour beaucoup d'enzymes et on aura beaucoup d'enzymes et donc on aura une production de 16 OH qui est très rapide. Euh, et puis vous avez aussi la mutation dont je vous avais parlé tout à l'heure, donc le GSTM1 étoile 0, donc c'est la mutation 0. Vous avez une personne sur deux qui n'a pas cette mutation, qui n'a pas plutôt ce gène. Oui, c'est une personne sur deux qui n'a pas cette mutation. Remarquez, c'est aussi correct, puisque c'est 50% mutation 0, 50% pas de mutation. Donc mutation 0 veut dire qu'il n'y a pas de gène du tout. Le gène n'existe pas. C'est une mutation par délétion du gène. Donc l'enzyme n'existe pas. Donc c'est l'enzyme la plus importante de la phase 2 de la détoxification hépatique. Et ça permet aussi de détoxifier tous ces métabolites toxiques, soit des oestrogènes ou des androgènes. Voilà, donc quand on a ce genre de mutation, alors si on a une seule mutation, bon, ça peut se gérer s'il ne s'agit pas d'une mutation à haut risque comme BRCA1, BRCA2. Quand il s'agit d'une constellation de mutations, de polymorphisme génétique, ah ben, ça va forcément augmenter le risque de cancer. Mais on reste toujours sur un risque relatif, on est d'accord, hein. OK, donc au niveau des mesures préventives, puisque c'est le sujet ici, hein, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, il n'y a pas des choses extraordinaires ici, hein. Je ne pense pas que vous allez apprendre des choses nouvelles. Peut-être dans certains détails, mais c'est tous les changements de style de vie classiques. Activité physique régulière. Bon, ça, je pense que tout le monde en parle et c'est très bien, comme ça, c'est bien.
Donc, activité physique régulière, surtout de type aérobie. Très important ici. Activité physique régulière de type aérobie. Ça veut dire quoi de type aérobie? Ça veut dire que euh, l'intensité de l'effort devrait être de faible à modéré et ça devrait être une activité continue. Continue, ça veut dire par exemple du jogging, du vélo, l'activité aquatique, la natation, je sais pas, de la marche, de la randonnée, des choses comme ça, et pas des activités qui sont très intenses où on fait ce qu'on appelle de l'intermittent. On fait par exemple un effort physique extrêmement intense sur 30 secondes ou une minute ou 2 minutes, et ensuite on s'arrête un temps équivalent et on reprend ensuite, comme on a dans les situations par exemple de sprint, comme on peut avoir aussi dans certains types d'entraînement en musculation, pas tous les entraînements en musculation, mais certains types d'entraînement en musculation. Ok, donc ce qui serait le plus intéressant ici, ça serait plutôt le jogging de 30 ou 45 minutes par exemple, ou 1 heure, comme ça régulièrement, soit un jour sur deux, voire plusieurs fois par semaine. Ça pourrait être bien. Ça permet de faire faire fonctionner les mitochondries. Ça permet de dupliquer le nombre de mitochondries. Ça permet une meilleure oxygénation au niveau des muscles, au niveau des poumons, au niveau du système nerveux. Ça permet de renforcer à la longue donc le système immunitaire parce que le cancer est une maladie de défaillance immunitaire. Alors c'est comme comme les infections aussi. Quand on a un déficit immunitaire, alors c'est pas un déficit immunitaire qui est général, mais qui est spécifique, on va dire, sur la fonction anticancéreuse, NK, euh, macrophage. Donc là, ça peut augmenter le risque de cancer aussi. Donc l'activité physique fait tout ça. Donc ce qui est très important. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc arrêt de consommation d'alcool, tabac, soja. Très important. Soja. Soja et tous les dérivés de soja. Extrêmement important. Donc, c'est ce qu'il y a dans le soja, c'est sans équivalent. Ce soja actuellement qu'on a, qui est en 99% euh, OGM, les isoflavones qu'on a dans le soja en quantité et en type, c'est sans équivalent dans le reste de l'alimentation. Donc ça, c'est des choses qui ne se mangent pas. Donc soja, dérivés de soja, huile de soja, lait de soja, ceci, cela, etc. Donc tout ce qui est à base de soja, ça se mange pas. Mettez de côté ça et vous arriverez à rien du tout. Ça sera encore mieux. Donc sinon le gluten, à moindre mesure, hein, on n'est pas sur un régime ultra restrictif en gluten, etc. Mais ça serait toujours bien de diminuer la quantité de gluten, de remplacer par des céréales sans gluten. Ok, mais on n'est pas sur une alimentation sans gluten. Ici, c'est juste pour diminuer l'effet immunogène du gluten et l'inflammation. Et puis le lait. Donc le lait contient quand même du bisphénol A et dérivés. Ça contient des xénoestrogènes. Quand c'est du lait fermenté et surtout du lait caillé, ça c'est excellent. D'accord? Et quand c'est du lait autre que le lait de vache fermenté, c'est encore mieux. Ok? Parce que la fermentation métabolise tout ça, métabolise tous ces xénoestrogènes. Quand je dis ça métabolise, ça veut pas dire que ça fait disparaître. Non, ça métabolise, ça veut dire que ça détoxifie en amont, avant même de d'absorber tout ça. Et donc, il y a une partie qui va s'absorber, une partie qui va pas s'absorber, mais la partie qui va s'absorber ne va pas nécessiter une détoxification hépatique pour que ça soit éliminé. Ça va être éliminé automatiquement. Diminuer l'index glycémique, mais bon, ça, on en parle tout le temps et c'est très bien et c'est excellent. C'est une excellente mesure. Donc, stop sucre, sucrerie en général. Donc, il faut pas taper trop sur le sucre de table et oublier les produits farineux parce qu'en termes de quantité de ce qu'on pourrait consommer comme sucre, donc sucre sucré et comme sucre farineux.
il n'y a pas de comparaison à faire. Voilà, le sucre farineux apporte beaucoup plus de sucre que les sucreries là qui sont des choses apparentes. Donc, si vous comparez le sucre de table avec le pain, bah, vous avez vite compris combien de quantité de pain vous pouvez consommer par jour et combien de sucre de table. Ok, je ne dis pas maintenant que le sucre de table est bien et qu'il faudrait le mettre partout. Non. Je dis tout simplement, il faudrait enlever les sucreries, mais il faudrait pas en parallèle oublier les produits de boulangerie raffinés, tout ce qui est farine raffinée, qui est encore plus dangereuse que que les sucreries. Bien sûr, on garde des aliments normaux, en fait, les aliments, les céréales complètes, les légumineuses, les graines, tout ce qui est euh, fruits, fruits séchés, fruits secs, tout ça, on garde, bien entendu. C'est l'alimentation normale. Ok, donc là, on évite juste tout ce qui est industrialisé, raffiné. Sinon, diminuer les charcuteries et les viandes rouges. Diminuer les charcuteries et les viandes rouges, et surtout les charcuteries. D'accord? Le mot-clé ici, c'est charcuterie, c'est pas viande rouge. Alors ici, pourquoi je vous dis viande rouge, c'est un petit peu, ça dépend de ce qu'on entend par viande rouge, parce qu'il y a quand même dans les études, on définit très mal ce que c'est qu'une viande rouge. On prend juste, c'est en général des études. C'est des études cohortes, des enquêtes comme ça alimentaires où ils mettent sur des questionnaires combien de portions par jour ou par semaine de viande rouge, etc. Mais ils ne définit pas qu'est-ce que c'est qu'une viande rouge parce qu'il y a différentes classifications. Est-ce que par exemple le porc est classé parmi les viandes rouges? Il y a des classifications qui sont très connues et qui disent que le porc est plutôt une viande blanche. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et il y en a qui considèrent que la viande porcine est une viande plutôt rouge. Donc, bah, ça, on n'a pas plus d'informations par rapport à ça. Et puis, est-ce que dans les viandes, parce que souvent dans les enquêtes alimentaires, on inclut dans la catégorie viande rouge, hein, la sous-catégorie charcuterie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Charcuterie, ça contient beaucoup de nitrites. Ok, beaucoup d'additifs, c'est très transformé, c'est l'exemple type de la viande ultra transformée, la charcuterie. D'accord, c'est comme si vous compariez, je sais pas, du pain complet de bonne qualité avec du pain raffiné ou je sais pas ou des viennoiseries ou autre. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que la viande rouge, donc par précaution, on diminue la quantité. Les charcuteries, normalement, on devrait les éviter complètement. Alors, je dis on devrait les éviter complètement, hein, une charcuterie par mois, ça pose pas de problème. C'est la régularité hebdomadaire qui pose problème. Donc là, 2 portions maximum par semaine, hein, maximum par semaine. Et puis augmenter le poisson, 3 portions par semaine. Le mieux, c'est de rester sur ces 3 portions parce que, comme vous le savez, le poisson est pollué. Mais bon, 3 portions par semaine, c'est un bon compromis, on va dire. Et puis ça apporte, bien entendu, les bonnes graisses, donc les oméga 3. Donc on parle bien entendu ici du poisson gras. Augmenter les bonnes sources de graisse, notamment l'huile d'olive, le colza, noix, lin, poisson gras, etc. Et puis également augmenter la ration de légumes non féculents et de fruits. Donc 5 à 6 portions par jour serait bien. Une alimentation normale devrait contenir cette quantité-là. Après, maintenant, pour les légumes, ça peut être en partie cuit, en partie cru sous forme de salade, en partie sous forme de jus. D'accord? Éviter les jus de fruits. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas prendre de jus de fruits du tout. On peut en prendre, mais ne faites pas quelque chose de régulier. Donc, on peut, par exemple, faire des jus de légumes mélangés avec des jus de fruits pour couper un petit peu la quantité de sucre que les jus de fruits contiennent en général. De préférence, préparer les légumes ou même surtout les fruits en blender, en mixeur pour garder les fibres, même si les fibres sont cassées. C'est toujours mieux de garder les fibres dedans pour avoir une moindre absorption des sucres aussi.
Augmenter la quantité de crucifères, ça c'est ce qui va permettre de mieux détoxifier et c'est ce qui va permettre de stimuler les enzymes qui contiennent du soufre, donc de la phase 2 de la détoxification. J'en avais parlé d'un type, une isoenzyme tout à l'heure, donc le GSTM1, euh, qui a disparu chez une personne sur deux, hein. Mais il y a d'autres types de GST, de glutathion S-transférase, qui sont toujours fonctionnels, les GSTT, etc., les GST O, etc. Donc il y a différents types de GST et ces GST sont stimulés notamment par les soufrés et surtout les soufrés des crucifères, donc les choux, les brocolis, les radis, les navets. D'accord? Une portion par jour serait bien. Ne pas en prendre trop non plus parce que ça peut ralentir la thyroïde, même si on prendrait 2 portions par jour, ça poserait pas de problème. D'accord? Mais on va dire un minimum d'une portion par jour, c'est bien. Mais n'allez pas consommer 500 grammes tous les jours, n'est-ce pas? Donc, bon, ça c'est exagéré. Les crucifères, normalement, ça devrait être consommé cru. Ok, cru. Euh, pour garder les organes soufrés. Ou alors cuit à moitié, à la vapeur à moitié. Augmenter la quantité d'épices et de plantes aromatiques. Ça, les épices et les plantes aromatiques contiennent pas mal de composés anticancérogènes, donc des saponines, des polyphénols, des terpénoïdes, etc. Ok. Donc c'est intéressant. On peut les utiliser partout, hein, dans les salades, dans les plats préparés, tout. Donc on peut utiliser ces plantes aromatiques et épices en grande quantité, à volonté. Optimiser le sommeil et la gestion du stress aussi. Donc le sommeil permet quand même d'éviter pas mal de problématiques. Donc déjà, ça renforce le système immunitaire. Le fait de diminuer la sensibilité au stress aussi, ça fait la même chose. Et pareil, pour le sommeil, ça permet de régénérer les tissus qu'on appelle les mésenchymes. Les mésenchymes qui sont en général liquides. C'est un peu ce qu'on a donc à côté des cellules épithéliales, on a les mésenchymes et les mésenchymes c'est des liquides dans lesquels baignent des cellules qu'on appelle des cellules mésenchymateuses. Quand on bouge et qu'on est actif au cours de la journée, on a un remplissage en toxines, en déchets toxiques de ces mésenchymes, et ces mésenchymes deviennent de moins en moins liquides, ça devient semi-liquide, ça se gélifie de plus en plus, et le seul moyen pour nettoyer ces mésenchymes, c'est justement le sommeil. Quand on dort bien, on rééquilibre ces mésenchymes et regagnent leur nature liquide. Et c'est ce qui permet d'évacuer les déchets et d'accueillir les différents nutriments, etc. Ok, donc quand une personne ne dort pas, je parle ici pas d'une mauvaise nuit de sommeil, ou pas même pas d'une mauvaise semaine de sommeil. Je parle d'une insomnie comme ça régulière, sur le moyen, voire le long terme. Ça détruit les mésenchymes. Et quand ça détruit les mésenchymes, les cellules progénitrices qui sont censées se transformer à la fois en cellules épithéliales et en cellules mésenchymateuses, bah, elles vont se transformer moins en cellules mésenchymateuses, elles vont se transformer plus en cellules épithéliales et ça risque de produire un processus cancéreux dans les tissus épithéliaux. Donc traiter les troubles métaboliques. Bon, il faut perdre du poids, il faut rééquilibrer la résistance à l'insuline si la personne est diabétique. Il faut traiter les addictions. Les addictions, c'est un très très gros problème, pas uniquement par rapport aux drogues, parce que ça c'est la problématique la plus importante. Les addictions détruisent le système immunitaire, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Les addictions, on prendra là l'exemple de l'addiction au sucre ou ce qu'on a dit tout à l'heure, donc le tabagisme, l'alcool, euh, qui sont par nature destructeurs, donc le tabac et l'alcool, mais mis à part la nature destructrice du tabac, de l'alcool, des drogues, du sucre,
Vous avez là un effet majeur sur le système immunitaire. Ça détruit complètement le système immunitaire, les addictions. Les addictions au jeu, les addictions même au sport extrême, les addictions au sexe, les addictions à tout, ça détruit le système immunitaire. OK? Et traiter, bien sûr, un système immunitaire déprimé, il faut renforcer le système immunitaire. Donc, vous avez entre autres donc, le fait d'augmenter le taux de vitamine D. Je vais vous montrer une étude juste après par rapport à ça. Traiter les carences micronutritionnelles, bien entendu, mais sans excès. Faire attention à certains nutriments dont l'excès pourrait augmenter le risque de cancer. Alors, chez une personne qui n'a pas forcément un risque important ou des facteurs de risque majeurs de cancer, ça posera pas de problème, mais chez les personnes qui ont un risque important de cancer, un excès de vitamine A, de vitamine E, surtout l'alpha-tocophérol, vitamine A, y compris le bêta-carotène, y compris le bêta-carotène. Ok. Sélénium, zinc, fer, les vitamines du groupe B, les excès pourraient augmenter le risque de cancer chez les personnes qui sont déjà à risque. Ok. Diminuer la toxicité des métabolites hormonaux et diminuer l'exposition aux xénoestrogènes. Je vais vous donner quelques petits détails juste après par rapport à ça. Ok. Donc ça, c'est une des études sur le niveau de vitamine D et le risque de cancer. Donc là où on a un risque de cancer diminué significativement, c'est lorsqu'on a une 25 OHD qui est supérieure à 60. Supérieure à 60. Pas supérieure à... La norme ici pour quelqu'un qui a un risque de cancer augmenté, c'est supérieur à 60. Pas 60, supérieur à 60. Donc le mieux, c'est d'être loin des 60. 65, 70, ça c'est très bien. OK, ce que je vous disais tout à l'heure, donc diminuer l'exposition aux xénoestrogènes. OK, vous avez certaines sources de xénoestrogènes. Vous avez notamment des sources alimentaires, notamment le soja. Ce sont les deux grandes sources de xénoestrogènes. Parfois, on les appelle aussi des phytoestrogènes, mais il y a une grosse confusion entre les xénoestrogènes et les phytoestrogènes. Euh, il est vrai que le soja, ce qu'on trouve dans le soja et dans la margarine, on peut appeler ça phytoestrogène. Euh, donc, du point de vue, c'est juste de la terminologie, hein, mais on s'en fout de la terminologie. L'essentiel, c'est de comprendre le fond. Et le fond, c'est que le soja pose problème, la margarine pose problème. Voilà. Maintenant, on peut les appeler comme on veut. Juste qu'il y a des confusions. Si on parle par exemple de graines de lin, il y a dedans aussi des phytoestrogènes. Sauf que les phytoestrogènes des graines de lin n'ont strictement rien à voir avec ceux du soja. Les graines de lin sont protecteurs. Le soja, non. C'est le contraire. OK? Donc, soja et dérivés, évitez au maximum. La margarine, c'est pas quelque chose qui se mange. C'est pas comestible. De toute façon, donc si quelqu'un veut manger quelque chose qui ressemble à la margarine, ça serait bien de manger du beurre à ce moment-là, en petite quantité, avec modération, même si c'est pas un aliment majeur. Mais le beurre, c'est un aliment, ça se mange. La margarine, non. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais à la base, on utilisait de l'huile de palme avec de l'eau qu'on met sous haute pression et haute température et ça donne le truc que vous connaissez, donc de la margarine qui ressemble un peu au beurre mais qui n'est pas du beurre. Ok, maintenant on utilise toujours l'huile de palme, mais dans certains types vous trouvez sans huile de palme, là ils utilisent autre chose, d'autres huiles qui sont mieux que l'huile de palme, mais déjà la nature de la margarine elle-même, c'est de l'eau et de l'huile mis ensemble sous haute pression, haute température, ce qui produit beaucoup de graisses trans. On peut toujours commercialiser ça euh, sous l'étiquette ou la bannière des phytostérols, tout ça, comme quoi ça améliore, c'est d'origine végétale, c'est bien, tout ça. Tout ça, c'est des conneries. Ok, donc la margarine, c'est pas quelque chose qui se mange. Vous avez quelque chose qui se mange qui est similaire ou semblable à la margarine, du moins visuellement, qui est le beurre. Le beurre est bien que ça a ses limites et il faut pas en abuser.
et il faut pas en consommer très régulièrement. Voilà, donc faut consommer avec modération, mais ça reste un aliment. La margarine, non. Source de bisphénol A, donc surtout les bouteilles en plastique et les laits. La pilule contraceptive, les phtalates, donc les sources de phtalates, vous avez notamment les plastiques, comme je disais ici, qui contiennent le bisphénol A, donc des bouteilles en plastique, que ce soit les bouteilles d'eau gasifiée, de jus, de trucs, d'eau minérale même, etc. Donc tout ce plastique que vous connaissez, qui lorsqu'il chauffe un petit peu diffuse les xénoestrogènes dedans, dans dans le contenu. Et alors, sinon, vous avez aussi les plastiques qui sont plus souples, même les plastiques d'emballage. Ok. Vous avez aussi le plastique, le fameux plastique alimentaire là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pas utiliser sur des plats chauds parce que ça diffuse directement les phtalates dedans et le bisphénol A. Ok. Et alors, vous avez aussi les récipients en plastique qui sont compatibles avec le micro-ondes et dans lesquels vous mettez des choses pour chauffer. Donc ça aussi, il faut éviter parce que ça contient aussi des phtalates. Ah. Et éviter de boire du café ou du thé chaud, etc., ou des liquides, des tisanes chauds dans des gobelets en plastique aussi. Parce que là, vous avez obtenu, juste rien qu'avec un seul gobelet, vous avez obtenu votre dose journalière de xénoestrogène. Et sinon, vous avez les parabènes, et là, c'est plutôt pas de l'alimentaire, mais plutôt du cosmétique, hein, et des dentifrices et tout le reste. En général, on trouve des produits sans parabènes. Ça veut pas dire que quand c'est sans parabènes, que c'est excellent, mais c'est déjà ça, c'est sans parabènes. Sinon, donc, sur tout ce qui est toxicité des métabolites hormonaux, vous avez notamment les inhibiteurs, vous avez quelques plantes qui sont des inhibitrices, la 5-alpha-réductase, qui est l'enzyme qui produit la dihydrotestostérone à partir de la testostérone. Ok, donc il y a si excès en DHT, hein, donc si excès en DHT. Ok, si hyperandrogénie. À ce moment-là, on peut inhiber la 5-alpha-réductase. La DHT est 10 fois euh, plus bioactive que la testostérone. Donc c'est une super testostérone, bien que ça n'a pas les mêmes cibles au niveau métabolique que la testostérone. Sérénoir épin, c'est la plante qui permet d'inhiber la 5-alpha réductase. C'est ce qu'on appelle le palmier de Floride. D'accord? À ne pas confondre avec le saupalmetto. Le saupalmetto ou le palmier nain, c'est la catégorie de palmiers nains en général. Et le palmier de Floride fait partie de cette catégorie-là. C'est ce qui a été testé cliniquement versus finastéride, par exemple, inhibiteur pharmaco de la 5-alpha-réductase. La racine d'ortie aussi a été testée cliniquement, seule ou en combinaison avec sérénoir et pince. Donc, ce sont les deux trucs phyto qui sont les plus efficaces sur l'inhibition de la 5-alpha-réductase. Et alors, vous avez aussi, pour optimiser le fameux rapport 2-16-OH, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, vous avez le fameux rapport, les deux OH, les deux hydroxyostrones, ce sont des métabolites œstrogènes qui sont antiprolifératifs et protecteurs, versus les 4 et les 16 hydroxyestrones qui sont plutôt des métabolites toxiques. Et donc là, on prend en fait le métabolite le plus protecteur versus le métabolite le plus toxique. Donc, le métabolite le plus protecteur, c'est le 2-hydroxyestrone. Le métabolite le plus toxique, c'est le 16-alpha-hydroxyestrone. Et là, c'est 30 fois supérieur en termes de bioactivité que le stradiol. Donc, c'est extrêmement hyper prolifératif, c'est extrêmement cancérogène, ce truc-là. Ok, et donc on mesure dans les analyses urinaires ce rapport. Et si le rapport est élevé, en général, quand on est
Si le rapport est bas, pardon, quand on est en dessous de 2, là, ça pose problème. Déjà, quand on commence à se rapprocher de 2, il faudrait commencer à s'inquiéter. Donc là, on utilise un organosoufré et de la vitamine B9, voire un inhibiteur de l'aromatase. Donc, soit le diindolméthane, soit l'indole 3-carbinol, qui est le précurseur justement du DIM, soit le sulforaphane, qui est en fait obtenu des extraits de brocoli. Donc là, ces deux-là, c'est obtenu des choux, des extraits de choux. D'accord, mais on peut les obtenir, il y a en complément alimentaire des matières premières qui sont dosées à même 99% de DIM et d'I3C, ce qu'on peut pas avoir avec le sulforaphane. Sulforaphane, c'est toujours des extraits de brocoli titrés en sulforaphane, en général 4%, 4 à 8% à peu près de sulforaphane dedans, plus la B9 sous forme bioactive, donc la 5-méthyltétrahydrofolate, donc la B9 de quatrième génération. Voir ça dépend comment que le rapport évolue et ça dépend du niveau de toxicité des 16OH. On peut associer avec ça ou pas la chrysine qui est un polyphénol inhibiteur de l'aromatase. Bon, ça c'était pour cette petite présentation sur le les mesures préventives chez les personnes qui sont à risque de cancer. Euh, Si vous voulez bien, je vais vous parler 2, 3 minutes de ce qu'on va aborder dans cette journée de formation et puis ensuite je regarderai s'il y a des questions. Donc c'est une journée de formation, comme je disais, qui est complémentaire à ce qu'on avait vu au cours de mois de mars. Donc c'était le premier week-end de mars 2023 où on a eu une formation complète avec plein d'intervenants sur le cancer. Je pense que je vois qu'il y a certains d'entre vous qui avaient assisté à cette journée qui sont déjà là ici maintenant, ici présents. Donc là, on a, je ne sais pas qui m'a dessiné cette belle ligne verte ici. Donc évitez de me dessiner des trucs sur mon écran, s'il vous plaît. Donc ça aura lieu le 25 novembre. C'est une journée complète. On commence à 9 heures et on finit à 17 heures, 17h30, en fonction des questions et tout ça. Et on aura des cas cliniques. Donc, il y aura des cas cliniques. Alors, on va présenter déjà les différentes études qui sont soit en cours de publication, soit publiées suite au dernier événement, donc cancer et micronutrition qui a eu lieu au mois de mars dernier. Et également, on va présenter des cas cliniques aussi, des cas cliniques sur la dénutrition, des cas cliniques sur le rôle ou le rapport de l'histamine avec le cancer, des cas cliniques aussi et un cours qui a été très demandé la dernière fois et on n'a pas eu le temps de le faire sur le rapport entre les hormones sexuelles et le risque de cancer également. Ça va être présenté notamment par Stéphane Rizimant. Ok, et il y aura bien entendu des sessions pour des débats, des questions-réponses, parce que la dernière fois aussi, il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues, ce qui est normal. Le programme était chargé, on avait débordé de 1 heure et demie, je pense, ou plus, par rapport à l'heure convenue. Donc, il n'y a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Donc là, c'est l'opportunité pour poser toutes les questions. Voilà, donc c'est une journée qui est entièrement en ligne et qui est enregistré et dont le replay sera aussi disponible après. OK? Alors, non pas seulement le replay sera disponible de cette journée-là, après la journée, mais pour ceux qui sont inscrits et qui seront parmi nous au cours de cette journée, ils auront aussi accès au replay de la dernière formation, donc cancer et micronutrition. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pu, si vous voulez, accéder au replay parce que, bon, ça a été déjà aussi un point qu'on avait bien expliqué depuis le début. Le replay était normalement prévu pour être disponible un mois après le congrès. Et puis ensuite, on a encore prolongé un mois et on a encore prolongé un mois. Donc c'était 3 mois après le congrès. Malgré cela, certains n'ont pas pu accéder pour différentes raisons.
Là, pour celles et ceux qui vont s'inscrire sur euh, ce complément en fait de formation, vont aussi avoir accès gratuitement, bien entendu, au replay de la dernière fois. Un accès limité sur les 3 mois qui vont suivre le le colloque en ligne. OK? Donc, le replay de la première formation, la première édition, micronutrition et cancer, le replay du colloque formation du 25 aussi, d'accord? Les supports de cours, bien entendu, les supports de cours de de l'ancienne formation et les supports de cours de cette formation aussi. OK? Et bien sûr, il y a les attestations. Et puis, comme je vous disais, ce colloque a été organisé de telle sorte à ce qu'on puisse poser toutes les questions qui n'ont pas été posées. Voilà. Donc, sinon, si vous avez des questions ou si pour l'inscription, vous avez donc le numéro de téléphone du docteur Ptissem Tejmouati. Vous pouvez la joindre par téléphone ou par WhatsApp. Et alors, vous pouvez aussi vous inscrire directement. Vous allez sur la page Facebook Somna, d'accord? Somna, comme ici, S-O-2-M-N-A. Page Facebook, vous avez l'événement de la journée colloque. Vous cliquez dessus et dedans, dans la description d'événement, vous avez tout ce qu'il faut comme information, le programme et tout, plus les liens d'inscription. Ok, je vais revenir donc sur les questions parce que je vois qu'il y a quand même certaines questions. Alors, une patiente avec cancer du sein hormonodépendant peut faire un cancer de l'ovaire plus endomètre. C'est possible. Je ne sais pas vous répondre comme ça sur la base de deux petites informations, n'est-ce pas? Donc, comprenez que c'est complexe, mais en théorie, c'est tout à fait possible. Fromage de chèvre, brebis, pâte dure, fermentation, métabolisation des oestrogènes, c'est bien cela. Oui, en fait, ça pose beaucoup moins de problèmes avec les autres types de produits laitiers, autres que donc les produits laitiers de vache, autres que le lait de vache. Là, ça pose beaucoup moins de problèmes parce qu'on a beaucoup moins d'hormones, on a beaucoup moins voilà, beaucoup moins de problématiques parce qu'il y a beaucoup moins de besoin de productivité derrière. Et donc, c'est chamelle, chèvre, brebis, tout ça, c'est bien. Il y a beaucoup moins de problèmes, en tout cas. Mais le mieux, c'est d'avoir une bonne fermentation. Peut-on prendre du kéfir? Oui, kéfir de lait est euh, peut-être bien, mais ça doit être bien fermenté pour le kéfir de lait. Il y en a qui n'aiment pas trop le goût quand c'est trop fermenté. Kéfir de fruits aussi, mais bon, kéfir de fruits peut contenir du sucre. Après, il faut trouver le juste milieu par rapport à la quantité de sucre et la quantité de kéfir qu'on met, parce que plus il y a de sucre, plus le kéfir se développe. Donc les champignons qui est dedans se développent. Et moins il y a de sucre, moins ça se développe et donc moins ça fermente. Donc il faut trouver le juste milieu aussi. Tamoxifène peut donner au long cours un cancer, l'endomètre même des années après arrêt. Ça dépend parce que le tamoxifène, la bioactivité, le tamoxifène en tant que tel n'est pas très bioactif. Ça dépend. Il y a deux cytochromes qui transforment le tamoxifène en plusieurs métabolites, notamment l'endoxyphène, qui est le métabolite actif du tamoxifène. Et ça dépend en fait. Si vous avez des personnes qui transforment beaucoup, en grande quantité, le tamoxifène en endoxyphène, ben, et d'autres métabolites bioactifs aussi, il va avoir un effet majeur et sinon il va avoir moins d'effet. Maintenant, est-ce que ça donne un cancer réellement? Je pense que ça, c'est juste des études statistiques. Ça reste, en théorie, c'est possible, mais je ne sais pas vous répondre comme ça d'emblée. Est-ce que la consommation de graines de lin et de chien est déconseillée? Non, c'est une bonne chose.
Y a-t-il des effets cancérigènes induits par la consommation de farine d'insectes? Je n'ai pas bien étudié le sujet. Je ne sais pas ce que ça contient exactement euh, comme composition. Alors, ça devrait normalement contenir des protéines, des graisses, un peu de glucides complexes, pas des glucides complexes tels qu'on les mange, mais des glucides complexes type glycosaminoglycanes ou autres. Et ça pourrait contenir aussi peut-être des colorants ou des choses comme ça qu'on trouve dans certains insectes précis. Et cela pourrait avoir des effets peut-être cancérogènes, mais j'en sais rien. Je ne peux pas m'avancer là-dessus. Le porc, comme l'alcool, est toxique. Euh, Pas spécialement, du point de vue toxicité biologique, pas spécialement. Mais il est vrai que le porc est plus gras, en tout cas dans les morceaux de porc, dans les segments, différents segments de porc, c'est plus gras de viande de porc. Euh, et puis en général, c'est pour ça que je disais c'est plus gras. Si c'est de la viande maigre, en général de l'agneau par exemple ou autre, c'est plus intéressant et il est fort probable que ce type de viande rouge là, donc qui sont des viandes maigres, ne pose pas de problème, tout comme puisque la dinde par exemple et le poulet pose beaucoup moins de problèmes en termes de risque de cancer, même si ça contient des hormones et tout ça, on est d'accord, mais ça, dans les faits, il y a beaucoup moins d'associations de risque de cancer avec ces viandes-là. Et la caractéristique de ces viandes, c'est pas parce qu'elles sont rouges ou pas. Rouge, c'est juste l'hémoglobine qu'il y a dedans qui rend rouge. C'est en fait le fait qu'ils soient maigres. Et donc, on pourrait supposer aussi que la viande rouge, si elle est maigre, elle aurait aussi les mêmes effets que les autres types de viandes maigres qui sont des viandes blanches. Si encore une fois on prend la classification selon laquelle la viande de porc est une viande rouge. Après, c'est juste de la classification et de la terminologie. Donc là, on est en train de parler de fond. Portion par semaine aux alentours en grammes. Une portion, c'est 100, 120 grammes à peu près de viande, hein. Arrêt de consommation de soja. Donc, OK, on vous a répondu. Merci pour la réponse. Il n'y a pas de soja qui n'est pas OGM, ou du moins dans la masse de soja qui est commercialisée dans le monde, ça c'est très facilement vérifiable, hein. C'est 99, quelque chose pour cent de soja OGM. Maintenant, on peut toujours tomber sur un soja précis qui n'est pas OGM. OK, bon. Quel type de fromage peut-on consommer? Du fromage qui est faible en matière grasse. Consommation, consommation de la viande de volaille surtout. Non, j'ai répondu que ça posait moins de problèmes. Après, il faut pas en faire quand même hein, il faut pas en consommer des tonnes. Tout est dans l'équilibre. Curcuma, œstrogène-like, décommandé par les oncologues généraux, surtout en complément. C'est ça. En fait, ça, c'est une mauvaise compréhension de ces histoires d'œstrogène-like, hormone-like, tout ça. Le curcuma est pas un œstrogène-like majeur. Euh, il faut comprendre les effets. Sinon, si on prend toutes les plantes, on va trouver une bonne partie des plantes qui sont œstrogène-like à ce moment-là. C'est un faible effet œstrogénique. C'est un faible effet œstrogénique. Et les faibles effets, en général, on ne les prend pas toujours en compte. Quid des crucifères en supplémentation? C'est bien. C'est ce que j'avais expliqué vers la fin. Utiliser les crucifères fermentés. C'est très bien aussi. OK. Alors, je vois ici, biberon chez le nourrisson. L'allaitement maternel est mieux. Après, quand on n'a pas le choix, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Concernant le plastique, comme
Tupperware, est pareil? Je ne sais pas ce que c'est que ce Tupperware. Pour l'eau, vous préconisez quoi? Car la plupart des bouteilles sont en plastique. Je préconise tout simplement que l'eau du robinet soit filtrée, ou alors si on utilise de l'eau donc dans des bouteilles contenues dans des bouteilles en plastique, que à chaque fois qu'on achète ce type d'eau, qu'on le transfère dans des récipients ou des carafes qui ne sont pas en plastique. En verre, c'est bien. Le HIT n'allonge-t-il pas les télomères? Ouais, c'est encore un autre débat, ça. Je ne vais pas rentrer là-dessus. C'est un long débat interminable sur les sports intermittents chez les personnes qui sont à risque de cancer. Pour les patients ayant déjà eu un cancer hormonodépendant, les conseils sont-ils les mêmes? Niveau d'extrait? Oui, c'est la même chose. Niveau extrait brocoli, par exemple. Oui, d'accord. Extrait de brocoli. Oui, oui, c'est la même chose. C'est ici, ce que je vous donne ici, c'est prévention, donc prévention de cancer ou prévention des récidives. Après, vous comprenez qu'on peut pas tout voir ici en une heure, hein, donc c'est pas faisable. Mais je vous donne du moins les grandes lignes et des pistes de réflexion. Quand demander le rapport comme préventif ou demander devant des signes évoquants. Oui, vous parlez du rapport 2-16 OH, c'est euh, déjà quand il y a plusieurs facteurs de risque de cancer, tel qu'on a vu tout à l'heure, quand il y a par exemple des mutations, si on a une analyse génétique, et sinon quand on voit que cette personne a un, un profil hyperostrogénique, que ce soit cliniquement ou qu'on le voit en biologie, ou alors quand elle a des maladies hormonosensibles telles que je les avais détaillées tout à l'heure. Prunier d'Afrique, Pygeum africanum pour la prostate. Il est bien aussi. Là, j'avais cité marche le mieux. Études cliniques à l'appui. Vous avez 4 ou 5 études cliniques du moins depuis que il y a quelques semaines, depuis que j'avais vérifié, sur Sérénoir et Pince, racine d'ortie, sur des problématiques de prostate, sur des problématiques de chute de cheveux, versus phénastéride. Phénastéride, pour ceux qui savent pas, c'est le médicament de référence inhibiteur de 5-alpha réductase. On n'a pas ces données-là pour Pygeum africanum, mais ça reste une plante, bien entendu, inhibitrice aussi de la 5-alpha réductase. Mais encore une fois, il y a des nuances dans ces niveaux-là. Donc, il y a celui qui inhibe de manière très puissante, il y en a qui inhibe un peu moins, un autre qui est un inhibiteur faible, qui sert à rien, etc. Donc, si on prend par exemple le zinc est un inhibiteur aussi de la 5-alpha réductase. C'est pas pourquoi on n'utiliserait pas le zinc. Parce que il y a des nuances aussi. Le zinc est un faible inhibiteur d'un 5-alpha réductase, du moins si l'on l'utilise sur les doses normales entre 10 et 20 mg. Si on augmente les doses jusqu'à 80 mg, ce qui n'est pas recommandé de le faire, à ce moment-là, le zinc devient un inhibiteur modéré de la 5-alpha réductase. Ok, donc il y a des nuances au niveau du niveau d'inhibition, au niveau des effets hormonaux aussi. Génial, donc merci. Accès au replay, oui, bien sûr. Comme je disais, il y aura accès au replay de la journée de formation en ligne et il y aura accès au replay de la dernière formation du mois de mars dernier. Excès en vitamine peut causer cancer principal. Oui, non, la vitamine C n'est pas dedans. La vitamine C, il n'y a pas de problème. Question qui était plus haut. Ménopause, tissu adipeux aromatise aussi en œstrone et non plus en œstradiol. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça aromatise en œstrone, oui. Pourquoi le soja dans les Asiatiques, aliments plus demandés sans risque? Parce que ce sont des Asiatiques, pour première chose. Ok, et le soja pose autant de problèmes chez les Asiatiques que chez les non-Asiatiques.
C'est un peu la même chose, équivalent blé extrêmement riche en gluten. Ça pose de plus en plus de problématiques également. Et parce que les céréales actuelles, je parle des céréales à gluten et surtout le blé, qui est aussi un blé sélectionné et un blé OGM, il y a une centaine de fois plus de gluten dans le blé actuel que dans le blé d'il y a moins d'un siècle. Donc, qui vous dit que ça ne pose pas de problème chez les Asiatiques? Et d'ailleurs, cette opposition blé-soja, les Asiatiques, quand ils consomment du blé, ils ont beaucoup plus de problématiques. Tout comme d'ailleurs les non-Asiatiques qui consomment du soja ont beaucoup plus de problématiques. Indépendamment du fait que ça soit OGM ou pas, ou que ça soit... Le fait que ça soit OGM, c'est pas un problème en soi. C'est juste que dans cette situation, le soja OGM pose problème en augmentant trop l'activité de l'aromatase et en augmentant la sensibilité des récepteurs aux oestrogènes. Ok, il reste encore 2, 3 minutes. Quelles sont les huiles essentielles à conseiller si possible? C'est un autre débat. Euh, Détoxifier le foie régulièrement. Prévention contre le cancer. C'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure, notamment avec les crucifères dans l'alimentation et les organosoufrés en supplémentation. Pas de kéfir pour les gens avec SIFO. Non, on évite quand il y a candidose ou SIFO ou LIBO, ça on évite le kéfir. Et les fromages aussi, en général. Parce que les fromages contiennent les fromages fermentés contiennent plutôt des champignons. Risque la femme qui enfante beaucoup, y a-t-il un risque de cancer? Non, c'est l'inverse. C'est juste l'inverse. Seigle, avoine, sarrasin, comme farine de pain. Ah, je ne sais pas, hein. Ça dépend de ce que vous cherchez. Est-ce que c'est des farines plutôt sans gluten ou auquel cas le sarrasin est mieux? Mais je dirais que entre le seigle, l'avoine et le sarrasin est mieux. Pas juste parce qu'il contient pas de gluten, mais il est mieux, mais c'est pas le mieux pour faire du pain. Mais on arrive quand même à faire du pain avec. Euh, voilà. Après, avoine, seigle, c'est mieux que le blé, du moins en termes de quantité de gluten. Pour les enfants, quel substitut peut-on donner à la place du lait pour un apport suffisant en calcium? Il y en a pas. Il y en a pas. C'est toujours problématique. Pour les enfants, il faudrait qu'ils prennent du lait, pas que du lait. Peut-être si c'est pas du lait, à ce moment-là, des produits laitiers fermentés. Enfin, il n'y a pas que le lait dans les produits laitiers. Ça pourrait être bien. Vitamine E, à partir de quelle dose constitue un facteur de risque? Ça constitue un facteur de risque tout court. Plus, on parle d'excès, pas de dose de supplémentation, d'excès en biologie de vitamine E. Ok? Donc, peu importe la dose, plus vous en rajoutez, plus le risque augmente, tout simplement, d'alpha-tocopherol. Les autres formes sont différentes. Est-ce que ménopause précoce favorise l'apparition des cancers chez cette catégorie des femmes? Ménopause précoce, ça dépend, c'est complexe, c'est pas aussi tranché. Écoutez, merci à vous. J'espère que, désolé, hein, enfin, je pense que je vais pas y arriver. J'ai une conférence à 30, juste à 30, 20h30. Donc il est 20h30. Donc je vais maintenant arrêter. Et donc vous recevrez